Alors, je vais donner la parole à Élise Léger. Donc sur la thématique droits des femmes, nous avons trois rapporteurs, Élise Léger, Khadija Belbachir Belkaïd et Francine Watkins, et c'est Élise qui a été désignée pour rapporter devant l'Assemblée. Bonjour à tous. Ça marche. C'est bon. Bonjour à tous, chers collègues, chers invités. Juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Élise Léger et je suis élue en Australie. Nous avons décidé donc de parler du droit des femmes. On ne parle pas du droit des hommes avec un petit H, n'est-ce pas ? Mais on parle du droit des femmes parce que malheureusement, il y a encore un sujet. J'aimerais qu'à l'avenir, on ne discute que des droits humains, mais jusqu'à ce moment-là, nous discuterons donc du droit des femmes. Nous avons reçu Laure Cazet, qui est l'adjointe au chef du bureau de la protection des mineurs et des familles au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et elle nous a expliqué que vraiment, enfin, il y a quelques signalements, mais vraiment pas assez. On estime qu'en France, il y a 213 000 femmes par an qui vont reporter des violences. Et que ça représente à peu près 1% de la population des femmes entre 18 et 75 ans. Cependant, avec le nombre de signalements qu'on a eu en 2021, 235, vous pouvez retrouver ce chiffre dans le rapport qu'on nous a remis la semaine dernière sur les Français vivant hors de France, ça représenterait 0,03% des femmes qui vivent à l'étranger. Donc clairement, on est dans une situation où on a du mal à identifier les femmes qui subissent des violences conjugales et aussi des violences intrafamiliales, donc c'est-à-dire aussi les enfants. Il y a eu notamment ce progrès dans le rapport, nous nous en félicitons. Pour la première fois, nous avons le nombre de ces signalements. Nous commençons à avoir un petit peu de statistiques, mais c'est vraiment qu'un début. Madame Cazet aussi nous a expliqué un petit peu le processus d'accueil des victimes dans les consulats, ce qui était aussi très intéressant pour nous parce que c'est parfois un peu opaque. La première écoute, l'accueil et éventuellement le placement dans un hôtel ou une structure adaptée, et puis l'aide aussi au retour en France lorsque c'est nécessaire. Les consulats aussi se chargent de faire des signalements article 40. Je ne vous l'explique pas, je pense qu'on a tous compris ce que c'était après lundi. Ces signalements vont au procureur de la République de Paris, qui s'occupe des Français de l'étranger aussi. Et nous avons noté à la suite de ça, lorsqu'il y a des retours en France, qu'il n'y a pas de coopération entre les différents ministères. Et donc, on peut avoir des situations assez dramatiques du genre une femme qui arrive avec ses enfants à Paris et le conjoint qui a déclaré un enlèvement d'enfants pendant que la femme était en vol avec ses enfants. Et donc, les enfants sont retirés à la mère quand elle arrive à Paris. Donc, évidemment, il y a un gros travail à faire pour que les différents services puissent communiquer, qu'il y ait une certaine protection et que ce genre de situation, par exemple, n'existe plus. Slide suivante. Merci beaucoup. Nous avons eu aussi la chance d'avoir Cédric Prieto, qui est le chef du service des Français de l'étranger. Il est venu pour nous partager son expérience. Il a créé une cellule à Madrid lorsqu'il était consul général, où il alliait les conseillers des Français de l'étranger, les différentes associations, l'avocat conseil du poste, le médecin référent, les chefs d'établissement français aussi, afin de pouvoir avoir un véritable système de signalement lorsque des enfants ou des femmes étaient victimes de violences. On a aussi discuté de la formation que recevaient les primo-consuls avant de partir en poste. Et nous lui avons demandé s'il était possible d'en bénéficier en tant qu'élu et éventuellement aussi les consuls honoraires, puisque nous sommes en fait les personnes de terrain qui allons être parfois au premier contact des victimes. Et il a trouvé que c'était une très bonne idée. Donc pour ceux qui avaient assisté à la formation qui nous avait été donnée l'année dernière après les élections,
il va y avoir des modules complémentaires. Slide suivante. Nous avons aussi reçu Isabelle Tinet, qui est une bénévole de profession, elle est travailleur social. Mais sur son temps libre, elle a décidé de venir en aide aux femmes qui reviennent en France ou qui sont encore en expatriation et victimes de violences. Elle a un groupe Facebook, j'imagine que certains d'entre vous sont au courant de l'existence de ce groupe. Il y a 1000 femmes, donc on voit clairement les 235 notifications faites en 2021 sont certainement très 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 loin du compte, de la réalité du terrain. Et elle nous a aussi alerté beaucoup sur les violences économiques, qui est un point vraiment très très important, parce que parfois on a cette vision, si c'est une femme expatriée, elle a de l'argent, etc. Mais souvent les conjoints, évidemment, gardent les passeports, sont les seuls à avoir accès aux comptes en banque, etc. Voilà. Donc on va passer aux résolutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élise. C'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est déjà que par rapport à l'année dernière, l'administration s'est mise en conformité de la loi en publiant les chiffres dans le rapport annuel du gouvernement, que ces chiffres, on peut voir à la fois le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. C'est des sujets qui sont assez compliqués, qui est que 230 cas de signalés. C'est finalement une très grosse progression par rapport à 2019 où il y a eu 50 cas de signalés. Et sur ces questions-là de violence conjugale, de violences faites aux femmes, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, plus le chiffre va augmenter, mieux les signalements seront faits et donc, quelque part, mieux la protection de ces femmes victimes de violences sera assurée. Et donc, il faut souhaiter vraiment qu'on puisse aller vers un accroissement des signalements. Et donc, c'est pour ça que Élise l'a rappelé, la formation des agents, la formation aussi de l'ensemble des sphères qui sont autour, les élus, les consuls honoraires. Ça n'a pas été rappelé, mais tout le monde s'en souviendra que c'est quand même la grande cause du quinquennat. Il me semble même que c'était la grande cause du quinquennat précédent. Et finalement, là aussi, on voit que les Français, en l'occurrence les Françaises de l'étranger, ont peut-être été mis un peu de côté sur ces sujets-là. L'AFE aujourd'hui finalement lance ce travail et tire peut-être la sonnette d'alarme en disant au ministre des Français de l'étranger, c'est aussi important de faire en sorte que le réseau consulaire soit mobilisé, mais au-delà de ça, de faire en sorte qu'il y ait ce travail interministériel qui puisse être fait, que toute la chaîne en fait de commandement puisse être opérationnelle. Je signalerai simplement, et c'est très important de l'avoir à l'esprit, sur tous ces sujets de violence conjugale, de violence intrafamiliale, on est d'abord dans des affaires personnelles au cas par cas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il va y avoir des procédures qui vont être mises en place qu'elles peuvent s'appliquer et chacun l'aura compris aussi en fonction de vos pays de résidence, les législations locales sont aussi extrêmement importantes. La résolution, alors du coup, c'est d'abord celle sur le staff. Celle sur le staff, l'idée c'est de faire en sorte que ce dispositif du staff puisse être aussi élargi, puisqu'on le voit bien aussi, on a eu beaucoup de débats sur le staff, qu'il puisse y avoir probablement une priorisation ou en tout cas une bonification sur les projets en soutien aux droits des femmes ou à la promotion des droits des femmes. C'est aussi une manière de sortir de l'invisibilisation de ces sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas neutre que d'avoir sur les sites internet de l'ensemble de nos ambassades et de nos consulats le fait que la France va accompagner des associations françaises à l'étranger qui, demain, pourraient proposer des projets très concrets en soutien aux droits des femmes ou à la promotion des droits des femmes. C'est pour ça que cette résolution demande donc que les projets favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes et le soutien aux droits des femmes soient spécifiquement admissibles au financement staff, que les projets intégrant cette dimension soient priorisés lors de l'examen des demandes et fassent l'objet d'une bienveillance particulière à tous les niveaux d'évaluation.
en local comme en national, que la limite de 20 000 euros par projet soit levée pour ce type de projet et qu'une limite de 50 000 euros soit admise, qu'un appel à projet indiquant cette nouvelle norme soit diffusé par les organismes consulaires auprès de toutes les associations locales référencées et qui bien sûr rentrent dans les critères initiaux du STAF, c'est-à-dire de servir en priorité les Français de l'étranger, ainsi qu'à travers les canaux de communication extérieure habituels des consulats, et enfin que les dossiers de demande de STAF incluent une question sur la prise en considération des inégalités de genre par les porteurs de projets, quelle que soit leur nature. La Commission a indiqué que c'était une demande non contraignante. D'une manière générale, sur cette résolution, la Commission souhaite aussi que le groupe de travail sur le STAF puisse mettre ce sujet à l'ordre du jour d'une de ses prochaines réunions pour pouvoir affiner plus précisément les critères. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Piton. Oui, merci Madame la Présidente. Ce total soutien à la résolution, je trouve extrêmement judicieuse, d'autant que dans le STAF, on sait très bien qu'il y a une partie également d'aide, de soutien socio-économique et, comme Élise l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir aussi de la fragilité économique, donc ça rentre complètement dans le canevas. Je suggérerais de rajouter également les OLES. Parce qu'en plus du STAF, il y a un budget, alors là pour le coup, véritablement d'entraide et de solidarité, qui me semble entrer complètement dans le canevas. Et je pense que même si les associations peuvent avoir l'idée de demander à bénéficier des subventions OLES, je pense qu'il est bon de pouvoir le rappeler dans cette résolution. Monsieur le Président. Oui, c'est plutôt un avis favorable et on peut modifier l'objet. Modification des critères de financement STAF et OLES pour les projets en soutien aux droits des femmes ou à la promotion des droits des femmes, de façon à ce que, en effet, l'appel à subvention OLES puisse aussi intégrer ces critères. Si je peux me permettre d'ajouter, ce sera aussi complémentaire parce qu'un projet STAF sera un projet spécifique de développer par exemple un certain programme ou de la prévention, et l'OLES viendra certainement en aide à une femme de manière urgente. Donc, ils ont besoin de trésorerie. En effet, merci, Monsieur Piton. D'autres demandes de prise de parole? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. La prochaine résolution, la R3, est aussi sur cette question des violences faites aux femmes. Et là, le mécanisme, j'en ai parlé juste avant, ne nous concerne pas directement, mais c'est plus une résolution avec un vœu qui est celle d'encourager le travail interministériel sur les violences faites aux femmes à l'étranger, tout en rappelant cette précaution que c'est la grande cause du quinquennat. Et donc, ça veut dire que l'ensemble des membres du gouvernement est concerné. On aura cette chance demain soir, je crois, de pouvoir rapporter un certain nombre de sujets devant le ministre. Ce soir, on sera auditionné au Sénat. Et donc, je rappellerai ces priorités aux différentes personnes que nous allons voir et au ministre, de faire en sorte que la grande cause du quinquennat concerne aussi les Françaises de l'étranger et donc qu'il puisse y avoir ce travail interministériel qui soit mené sur les violences faites aux femmes à l'étranger, donc depuis le prisme vraiment française de l'étranger. La résolution, vous le voyez, plusieurs points. La création d'une cellule interministérielle entre le ministère de l'Europe, des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et on a oublié le ministère du Droit des femmes, afin d'effectuer un suivi efficace et coordonné des signalements faits par les victimes de l'étranger. La création d'un bureau dédié aux Français de l'étranger auprès du procureur de Paris. Ça, c'est un sujet, en fait. Alors, quand on parle de bureau dédié, on peut parler de référence qui nous a été expliqué. En fait, c'est que les signalements selon où ils sont faits, il n'y a pas, en fait, un référent. Et comme vous le savez, le sujet, finalement, des Français de l'étranger, c'est toujours le même. C'est que on ne sait pas, quand quelqu'un va déposer plainte, ce que c'est la réalité d'être Français à l'étranger. Et c'est pour éviter des impairs, le fait d'avoir un référent spécifique probablement auprès du procureur de Paris, parce que c'est l'un des parquets les plus importants de France, permettrait justement d'avoir un vrai suivi des victimes. La dispensation d'une formation à tous les agents consulaires ainsi qu'une mise à jour tous les 3 ans, une formation des élus et des consuls honoraires similaire à celle donnée aux primo-consuls,
le signalement systématique de toute situation dont le consulat aurait connaissance afin de dresser un portrait réaliste de la situation. Ça, c'est simplement pour faire écho à ce qui est dans le rapport du gouvernement. Quand on parle de 235 cas, c'est 235 cas qui ont été traités et ce n'est pas tout à fait forcément des signalements qui, des fois, pour des raisons notamment de législation locale, etc., ne font pas l'objet d'un dépôt de plainte en France ou parfois aussi ne font pas l'objet d'un suivi spécifique du consulat parce qu'il y a des associations locales, des législations locales et tout ça. Donc l'idée, c'est d'avoir une photo peut-être un peu plus aussi représentative de ce que sont ce sujet des violences faites aux femmes à l'étranger. La publication d'un rapport annuel portant sur la situation spécifique des femmes et minorités de genre françaises vivant à l'étranger. Je découvre en même temps là ce point, donc c'est très bien. La promotion de l'aide juridictionnelle déjà disponible dans les consulats, notamment via l'affichage à l'accueil des postes consulaires, la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux à l'occasion de la Journée mondiale d'action contre les violences faites aux femmes et via les sites internet des postes consulaires. Ça, c'est un point qui est extrêmement important et je sais que l'administration est là et aura une écoute bienveillante. On s'aperçoit souvent que dans nos ambassades, dans nos consulats, la journée du 8 mars, la journée du 25 novembre sont célébrées, mais dans une politique, entre guillemets, de soft power, de défendre des valeurs qui sont celles des droits humains français, mais que souvent on oublie aussi d'adresser ces campagnes aux Français de l'étranger. Et c'est vrai que typiquement sur la journée du 25 novembre, qui est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, d'imaginer que le réseau consulaire se mobilise pour qu'il y ait des campagnes spécifiques à destination de nos compatriotes françaises à l'étranger, c'est aussi quelque chose qui, vous en conviendrez, ne coûte pas grand-chose, mais qui a, au-delà de la forte valeur symbolique, peut avoir aussi des cas concrets sur des prises de conscience. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette demande. Et enfin, la promotion de l'aide juridictionnelle disponible dans les consulats au sein des établissements de l'AEFE. Là aussi, on s'est aperçu, entre guillemets, qu'il y avait un trou dans la raquette. Ça nécessite probablement qu'il y ait un travail peut-être avec la commission éducation ensuite. Vous voyez que sur ce sujet des questions des droits des femmes, on a ouvert le dossier et on va essayer de le travailler progressivement au cours de la mandature, mais de faire en sorte que les signalements de violence soient bien identifiés aussi dans les lycées AEFE, ça nous paraît quelque chose d'important. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des demandes de parole sur cette résolution? Monsieur Rall. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé donc le renforcement, la demande de renforcement de politique dans le sens du soutien de nos compatriotes victimes de violences de genre. Vous avez auditionné Cédric Prieto et je trouve que c'est dommage que dans la résolution finale, il n'y ait pas quelque chose qui rappelle l'initiative qu'il avait mise en place, initiative dont je voulais préciser qu'elle est aujourd'hui inopérante, c'est-à-dire que cette commission qui finalement, quand un consul général a une volonté d'avancer sur ce sujet, il peut mettre en place des structures, mais lorsqu'on change de consul, eh bien, ça se termine. Et sur la question de la statistique, par exemple, dans un pays comme l'Espagne qui est extrêmement en avance sur ces questions, donc le consul Prieto à l'époque avait interrogé les autorités espagnoles, je crois que je l'ai dit le lundi lors du colloque, et donc les Espagnols ont toutes les statistiques des nationalités qui signalent. Il y avait 54 Françaises, je ne sais pas combien nous sommes réellement en dehors du registre, peut-être 250 000, et 54 Françaises en une année qui avaient donc signalé aux autorités espagnoles qu'elles étaient victimes de violences de genre. Ça montre l'importance de cette question. Et voilà, c'était le sens de ma question. Juste que fait le ministère aussi? Est-ce que c'est pas au ministère de s'approprier ces questions dans la mesure où localement les spécificités changent d'un pays à l'autre? Merci. Monsieur le Président. Oui, une réponse rapide, François. Merci beaucoup de cette intervention. Et c'est vrai que Monsieur Prieto nous a indiqué en fait la genèse de ce projet. En bon diplomate, il n'a pas forcément émis de jugement de valeur sur la suite du projet, mais en tout cas, il nous a expliqué que c'était d'abord les autorités locales qui avaient mis en place toute cette législation et c'est ce qui avait donné la force nécessaire au consulat de France de mettre en place tout ce dispositif. Et finalement, la résolution qu'on est en train de proposer, c'est de dire à l'État français, dotez-vous d'une législation, quand on parle de travail interministériel, c'est de dire à l'État français, dotez-vous des outils nécessaires pour pouvoir justement après diffuser dans l'ensemble de nos postes consulaires, parce que
sur ces questions de violences faites aux femmes, il y a déjà ce qui se passe dans l'Union européenne et ce qui se passe en dehors de l'Union européenne, mais il y a aussi surtout le fait que ce sont les législations locales qui priment. Et que donc sur ces questions-là, on doit se conformer, j'en parle assez simplement étant en Asie, on doit se conformer aux législations locales. Et donc que le travail finalement du consulat, c'est d'abord un travail vraiment d'identification, de mise en sécurité quand c'est possible, puisqu'il nous a été aussi précisé par l'ORCASE que, pour ça que je vous indiquais du cas par cas, il nous a été précisé que ce n'est pas possible parfois d'envisager des mises en sécurité selon les pays. Parce que selon les pays, la question même de la violence faite aux femmes n'est pas un sujet selon la législation locale. Et donc on ne peut pas identifier une personne spécifique victime de violence, la mettre en sécurité dans un établissement spécifique ou dans un hôtel, etc. Parce que tout de suite, ça pourrait alerter les autorités. Donc moi, j'insiste vraiment, voilà, faisons en sorte et défendons ce travail auprès du ministre, sous son autorité. Il est ministre délégué aux Français de l'étranger et donc aux Françaises de l'étranger. Demandons-lui qu'il pilote ce travail interministériel et qu'il en fasse une véritable priorité du quinquennat. D'autres demandes de prise de parole? On va passer au vote. En ligne, personne? Non? Ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? La résolution est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Et comme je le disais, je pense que vraiment les débats se sont passés dans la commission de manière très apaisée. Et ce sujet, on le traitera vraiment tout au long de la durée du mandat pour faire en sorte d'obtenir des avancées. La prochaine résolution sera présentée directement par Laetitia, qui est en ligne, je crois. Je te laisse introduire le sujet. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers invités. Je me présente, je suis Laetitia Baird, élue au Canada, et j'ai la chance de vous présenter cette thématique qui me tient à cœur. Donc, dans le cadre de notre échange sur les droits des femmes, nous avons eu la visite de la sénatrice Mélanie Vogel, qui est sénatrice des Français de l'étranger et membre de la Commission des affaires sociales au Sénat, et qui s'est penchée sur la question de l'accès à l'IVG des femmes françaises à l'étranger. Donc cela repose sur un constat qu'il y a environ 500 000 Françaises vivant à l'étranger qui auront recours à l'IVG dans leur vie. Et nous constatons aussi un recul important de cet accès à l'IVG dans de nombreux pays. Ce n'est pas toujours illégal, mais c'est souvent difficile d'y accéder. Et les membres de notre commission ont témoigné notamment des drames humains dont ils peuvent être témoins dans le cadre de leur exercice. Que ce soit par exemple les risques de prison dans le cadre de grossesse hors mariage, dans certains contextes, ou de décès. Alors, on constate qu'on peut déjà faire beaucoup de choses sans même être en contradiction avec les législations locales. Donc, les principaux points qui ont été abordés dans le cadre de la commission, c'était la diffusion d'un guide pour l'accès à l'IVG à l'étranger, pour mieux informer les femmes françaises de leurs droits et informer également les personnes qui sont amenées à accompagner ces femmes françaises sur les possibilités qui existent pour l'accès à l'IVG pour les femmes françaises à l'étranger. Il y a déjà plusieurs mécanismes qui existent déjà en droit constant, comme je vous l'ai déjà dit, que ce soit la téléconsultation avec l'envoi postal, par exemple, dans les zones reculées, mais on peut aussi faire mieux. Pour cela, il faudrait une évolution du droit français qui permettrait de faciliter cet accès, que ce soit en termes de financement de ces IVG, que ce soit en termes de code des assurances, notamment pour aider à ce financement, etc. Donc, les demandes portaient majoritairement sur l'amélioration de l'accès à l'information, la facilitation de l'accès aux soins nécessaires en termes de temps, de logistique et financièrement, et l'inscription dans la loi de ces différents éléments. Et donc, il y aurait une PPL en préparation sur le sujet actuellement. Je ne sais pas, Florian, si tu veux présenter du coup merci beaucoup, Laetitia. Je vais présenter la résolution. Donc, bien insister sur deux sujets. Déjà remercier la sénatrice Mélanie Vogel
d'avoir souhaité, d'avoir demandé à être invité dans notre commission pour parler de son travail législatif. Je trouve que c'est une manière de co-construire les choses qui est quand même assez intéressante, puisque le projet, la proposition de loi n'est pas encore complètement écrite, qu'elle va l'être dans les prochaines semaines, et la sénatrice a souhaité venir devant la commission justement pour recueillir un certain nombre d'avis, un certain nombre de pratiques locales, etc. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour faire la petite page de publicité, mais c'est important, pour signaler que l'équipe de la sénatrice a mis en place un guide qui est un guide finalement à droit constant. C'est-à-dire que ce travail-là, en France, il est fait par les plannings familiaux. Il faut être très clair, c'est la loi. Les plannings familiaux le font en France. La sénatrice, avec son équipe, a souhaité le faire pour les Françaises de l'étranger. Et au-delà des convictions de chacun, je crois que d'avoir accès à ces informations, c'est le droit élémentaire pour toutes les femmes. Il faut donc saluer ce travail. Sur la résolution, il est demandé que les chefs de poste consulaires veillent à l'inclusion dans la liste de notoriété médicale de médecins généralistes et obstétriciens gynécologues dont la disposition à accompagner les personnes souhaitant avorter est connue du poste consulaire. Là aussi, on revient toujours sur ce mantra qui concerne toutes ces questions de droits humains, droits des femmes, etc. On est évidemment au cas par cas selon les législations locales. Il est évident que dans un pays qui interdit officiellement l'avortement, la position française ne peut pas d'être publiquement de prendre position pour faciliter ou encourager l'IVG. Par contre, de faire en sorte que pour nos ressortissantes françaises, il puisse y avoir des solutions qui soient trouvées, c'est en effet le rôle universel de la France. Deuxième proposition sur cette résolution, que l'information sur l'accès à l'IVG médicamenteuse française à l'étranger, dans les zones où l'avortement sûr et restreint, soit disponible sur la plateforme Ariane et sur les fiches conseils de France Connect. Là aussi, vous voyez bien la réalité, c'est que la connexion via Ariane, la connexion via France Connect, c'est bien pour nos compatriotes français, mais c'est pour leur permettre quand même d'avoir accès à l'information. Je voudrais d'ailleurs, à ce point de la présentation de la résolution, souligner le travail de coordination tel que je l'ai compris, qui a été fait aussi en lien entre les équipes de la sénatrice et les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, justement pour essayer d'être le plus, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vous voyez ce que je veux dire, pour être le plus réaliste possible dans les propositions. Que l'accès aux soins relatifs à l'IVG pour les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et empêchées d'avorter du fait de la législation en vigueur sur le lieu de résidence ou des caractéristiques du système de santé soit un motif de rapatriement sanitaire par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres rapatriements sanitaires exceptionnels, organisés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Que les postes consulaires disposent d'un budget afin de permettre une aide de type secours occasionnel pour que les frais de consultation du médecin du poste et d'intervention ou achat de médicaments ne soient pas un frein à l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Que la protection consulaire inclut l'IVG, que le fonds de soutien aux organisations féministes copiloté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Agence française de développement inclut un canal de financement spécifique destiné aux organisations de la société civile œuvrant à améliorer l'accessibilité de l'IVG dans le monde, qu'elle soit basée dans un pays donateur ou bénéficiaire de l'aide publique au développement, que la CFE finance à 100% les soins de santé sexuelle, y compris l'accès à la contraception et à l'avortement, et qu'elle mène des campagnes d'information sur ce sujet. C'est parce que la CFE rembourse à 100% du tarif sécurité sociale en France. Mais ce tarif-là n'est pas forcément le prix des médicaments dans les pays de résidence. Ça peut donc être un frein. Que le délai de carence dans l'accès à la sécurité sociale lors d'un retour en France soit levé pour un IVG, que le ministère accepte l'envoi de médicaments par valise diplomatique afin de faciliter l'accès à l'IVG médicamenteuse en contexte où l'envoi postal ne serait pas possible, qu'un stock de médicaments abortifs puisse être conservé au sein des consulats afin d'accélérer le processus lorsque le contexte le nécessite,
l'introduction du droit à la contraception et à l'avortement dans la Constitution afin de parachever la reconnaissance politique de l'égalité réelle des citoyennes et citoyens dans un contexte international témoignant de la fragilité de ce droit. Sur ce sujet, je vous renvoie aux débats nationaux français puisque ça a été le cas à l'occasion de la précédente rentrée. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Fouque-Weiss. Merci, Madame la Présidente. Alors moi, j'ai un gros problème avec la phrase suivante, que l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse à l'étranger peut être possible à distance via téléconsultation et envoi postal, et que les postes aient un stock de médicaments abortifs, en fait. Pourquoi? Parce que ces médicaments sont extrêmement efficaces, mais ils peuvent entraîner des hémorragies massives et brutales. Et si la personne ne se trouve pas à proximité d'un hôpital, eh bien, elle peut y laisser la vie. Et donc, je ne voterai pas pour à cause de ces paragraphes-là. Voilà. Sur ce point, une précision, parce que je relis en fait en même temps. C'est pas les postes consulaires, parce que les postes consulaires n'ont pas de compétences de santé. On ne va pas demander à un fonctionnaire du MEAE d'avoir une compétence de santé. La résolution, c'est bien les médecins conseils des postes. Non, mais je tiens à le préciser, c'est-à-dire que c'est les médecins conseils des postes, et ça, on va modifier la résolution. Alors, je suis en train de rechercher la phrase, évidemment. Si je peux préciser, en fait, voilà, faciliter. On parle des stocks dans les postes consulaires, c'était pour faciliter les délais, en fait, puisque quand c'est par acheminement postal, oui, mais parfois Laetitia... les comprimés se perdent. Mais en fait, la téléconsultation se faisait déjà dans le cadre de la pandémie avec beaucoup de citoyens français. C'est juste qu'on veut faciliter, plutôt améliorer la rapidité d'administration de ces IVG médicamenteuses. Ça ne signifie pas que les femmes ne sont pas à proximité d'un système hospitalier. C'est juste qu'elles sont dans un contexte où le médicament est difficilement accessible. Non, mais on... On l'envoie par voie postale, on ne connaît pas la suite de l'événement. Et pour moi, c'est quelque chose, je ne peux pas en prendre la responsabilité. Donc, soit il faut reporter cette résolution, ou alors enlever carrément le paragraphe, mais sinon, moi, je ne voterai pas pour, je vous le dis carrément. Et par contre, je souligne combien il est important de transmettre l'information aux femmes, qu'elles aient la possibilité de choisir ce qu'elles veulent. Le problème n'est pas là. Mais moi, je ne peux pas recommander quelque chose qui mettrait en danger la vie de quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, moi j'ai bien compris, Nadine, chers collègues, et l'amendement, il est porté qu'un stock de médicaments abortifs puisse être conservé par les médecins conseils des postes afin d'accélérer le processus lorsque le contexte le nécessite. Je voudrais juste revenir sur l'histoire de la téléconsultation. Cette histoire de téléconsultation, c'est simplement une conformité avec le droit européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes au sein de l'Union européenne, et sur ces questions-là, encore une fois, il y a les sujets Union européenne, hors Union européenne. Lorsque vous êtes au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, pour prendre un pays, la Pologne, on sait que c'est des sujets qui sont très compliqués dans ces pays-là. Une femme française peut bénéficier d'une téléconsultation par un médecin français. L'envoi de l'ordonnance se fait de façon numérique auprès d'une officine, d'une pharmacie dans votre pays de résidence. Et c'est pour ça qu'on parle bien de téléconsultation pour pouvoir délivrer le médicament. C'est ça le sujet. D'autres prises de parole? Monsieur Biroun. Madame la Présidente, chers collègues, je partage la préoccupation de Nadine. J'ai lu en vitesse la motion, résolution. Excusez-moi que je suis nouveau, je ne connais pas très bien les termes, mais je suis préoccupé par le fait de cette responsabilité au-delà de l'acte de l'avortement. Moi, je représente ici les Français d'Amérique latine et des Caraïbes. Donc, nous sommes une région du monde où c'est un sujet assez clivant, c'est-à-dire la défense de la vie
et l'IVG, c'est un sujet clivant. Donc, au nom des Français d'Amérique latine, au moins de la part que je représente, au-delà de mon avis personnel, je pense que c'est important de faire attention à tout ça, parce qu'en plus, on entre dans un camp où il y a des soucis avec la juridiction locale, c'est-à-dire des différents pays où c'est interdit l'IVG. Donc, en cas de difficulté médicale, c'est très difficile d'assister les femmes dans ce cas. Donc, c'est pour ça que je demande à mes collègues de faire très attention sur les recommandations qu'on va envoyer au gouvernement. Merci. Madame Richard. Bonjour Madame la Présidente, chers collègues, Pascal Richard, New York. Dans des pays où en fait, où des États, en l'occurrence aux États-Unis, où l'IVG n'est pas autorisé ou très très limité, est-ce qu'on ne mettrait pas en cause en fait le médecin du consulat qui officierait alors qu'il n'a pas le droit de le faire sur l'IVG. Donc peut-être qu'il faudrait avoir aussi un avis juridique là. Monsieur, en réaction Oui, non. Juste pour clarifier quelque chose, il n'est pas question de faire des choses illégales ici. Florian prenait l'exemple de la Pologne. C'est juste que c'est très, 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 très compliqué de trouver un médecin qui va accepter de vous donner l'ordonnance si vous voulez avoir une IVG médicamenteuse. Mais c'est légal en Pologne d'obtenir ce médicament. C'est pas un médicament illégal, hein, qu'on soit bien d'accord. Monsieur Arnulf. Merci. Je l'entendais, oui, mais il y a des pays. Il y a des pays, typiquement au Maroc, c'est illégal. C'est totalement illégal. Si quelqu'un prend cette pilule, que ça se passe mal, qu'elle finit à l'hôpital, eh ben, l'étape d'après, c'est la prison. Voilà. Mais on l'enverra pas là-bas. Je vais juste là-dessus. Vous voyez que la résolution, elle a été construite quand même de manière réfléchie. Il est évident que, par exemple, au Maroc, c'est interdit. C'est pour ça que dans cette résolution, on propose le rapatriement sanitaire. C'est une manière de répondre très concrètement et d'éviter en effet que des femmes meurent parce qu'elles ne désirent pas un enfant. Voilà, il faut être très clair là-dessus. Madame Libaud. Oui, mais juste peut-être un point. Si c'est les médecins conseils des postes qui délivrent ce médicament abortif, pourquoi aussi leur demander de faire le suivi? Il suffit de faire le suivi après l'avoir prescrit. Pourquoi c'est pas possible? Comment ça, c'est pas possible? Mais le médecin conseil peut peut-être voir avec un médecin de l'hôpital d'avoir une coordination. Monsieur Rigaud. On enchaîne. Alors là, Merci. Bon, nous avons eu une discussion au sein de notre groupe, bien entendu, sur le sujet. Bon, on parlait des pays arabes. Moi, je vis dans un pays arabe où, quand une femme est enceinte non mariée, elle va en prison. Donc, j'ai aidé, je confirme, des femmes justement à se débrouiller. Et il faut qu'on arrête l'avortement comme nos grands-mères le faisaient. Ça, c'est... Non, mais... Dans notre communauté, ça se passe très bien, mais je vous explique pas comment ça se passe dans les communautés philippines, indiennes, pakistanaises, etc. Donc, il faut qu'on fasse quand même. On a eu beaucoup de débats. J'étais dans cette commission, donc j'ai aussi réfléchi à tout ça. Il faut pas qu'on donne, bien entendu, la liberté, mais on parle des médecins conseils. Moi, j'ai un médecin conseil dans mon consulat qui fait un suivi de A à Z. Et après, elle le fait même personnellement. Donc après, c'est une question, ça arrive pas tous les jours non plus. Donc il faut qu'on regarde au cas par cas et il faut qu'on regarde, il y a encore énormément de pays qui interdisent l'avortement. Donc après, oui, on a un débat. Nous, on a eu un débat, on vient d'avoir encore une discussion sur certains points. Mais bon, il faut qu'on regarde, on parle de danger de la personne. Et je crois que c'est là où c'est le plus important. Donc même si on a des convictions personnelles, il faut qu'on regarde, à la fin de la journée, on est là pour sauver une compatriote. Madame Rahal. Madame Rahal. Merci Madame la Présidente. Nous entendons bien ce que tu dis, Laurent. Néanmoins, Nicolas a raison. Dans certains de nos pays, en Afrique du Nord, en Afrique, au Moyen-Orient,
c'est un problème d'ordre public. Je ne suis pas sûre que nos postes acceptent, via le médecin conseil, de suivre en totalité ce type de problème. Ils risquent la prison. Il faut faire bien attention à tout ça. Et le poste, je ne crois pas que le poste soit d'accord. Un rapatriement, oui, mais... Monsieur le Président. Non, simplement, et je remercie... J'attire votre attention sur l'ordre public. Nous sommes entièrement d'accord et je ne voudrais pas qu'on ait des propos qui nous dépassent. La France a par exemple une action qui est extrêmement concertée dans le monde entier contre la peine de mort. C'est un autre sujet, hein, mais la France, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le président de la République française ont une action extrêmement déterminée et concertée contre la peine de mort dans le monde entier. Nous sommes d'accord là-dessus. Personne ne trouve strictement rien à redire. Là, le sujet de cette résolution, c'est bien une résolution, c'est-à-dire des préconisations, c'est de faire en sorte justement, comme Laurent Rigaud l'a extrêmement rappelé, d'éviter des situations dramatiques et de trouver au cas par cas, vous remarquerez que c'est le fil rouge de mon intervention depuis le début de la présentation de ce rapport, on est bien sur du cas par cas, on est sur des situations humaines. Il ne s'agit pas ici d'essayer de trouver des solutions pour 500, 1000, 2000 femmes. Il s'agit bien de solutions humaines. Je voudrais juste d'ailleurs, je ne voudrais pas dériver trop, mais juste un point parce que je l'ai dit ce matin en commission. Ce rapport de 200 pages, il n'y a pas une seule fois dedans le mot homme, il n'y a pas une seule fois dedans le mot femme. Les travaux de notre commission ont essayé justement cette semaine de réhumaniser tout ça, de faire en sorte d'apporter des solutions concrètes pour les Françaises et les Français de l'étranger. Et comme tu l'as très bien dit, chers collègues, Radia, j'avais Raal, excuse-moi, Radia, comme tu l'as très bien dit, dans des cas très précis de ton pays, par exemple l'Algérie, si la seule solution possible, c'est par exemple le rapatriement sanitaire, c'est en effet quelque chose qui est prévu dans cette résolution. Et encore une fois, moi je pense que cette résolution, comme la précédente, c'est la sonnette d'alarme. On fait en sorte que nos autorités consulaires puissent trouver des solutions et on en donne un certain nombre ici. Et je finirai simplement là-dessus, je ne reprendrai pas la parole sur ce sujet. Ce qu'a proposé Nadine, en effet, il est logique que toutes ces questions-là soient suivies par des professionnels de santé. Et on ne l'a pas écrit correctement, on le révise bien sûr là-dessus, c'est bien des professionnels de santé qui assurent tous ces suivis-là. Monsieur Raal. Merci. C'est très difficile quand on est un homme de prendre position sur ce sujet, au sens, je veux dire, de prendre position sur un thème qui consacre, qui concerne nos compatriotes femmes. Moi, je suis absolument d'accord avec la version intégrale de cette résolution qui a été prise, il me semble, de façon unanime dans la commission des affaires sociales. -1. Pour autant, il me semble que le signal que doit donner notre Assemblée, je préférais qu'il soit consensuel, le plus large possible. Dans la situation actuelle internationale, on voit que ce droit et ce recours à l'IVG est en retrait dans de nombreuses régions de la planète. Si une reformulation de ce paragraphe, en montrant qu'on prend avant tout conscience et que la priorité absolue, c'est la protection de la personne et non pas de mettre en danger. Si ça pouvait rassurer nos collègues, moi je serais favorable à ce qu'un maximum de collègues envoient un message, on va dire, dans le même sens, convergent sur cette question. Et donc votre proposition, c'est de revoir immédiatement la formulation de la phrase en question. Oui, je ne sais pas, rajouter une formulation comme on fait souvent pour tenir compte des spécificités territoriales partout où c'est possible, dans la mesure où cela est possible en fonction des législations locales, en respect des législations locales. Et avec la priorité de la protection de la personne et du... Monsieur le Président.
Alors oui, simplement là-dessus, je suis entièrement d'accord, François, et je te remercie. Je propose de rajouter un considérant que les législations locales priment sur la législation française dans les pays n'autorisant pas l'IVG. Si ça convient à tout le monde. Oui, mais on peut repousser, en effet, oui. Oui, tout à fait, oui. On peut repousser. Sur ces sujets-là, je pense qu'en effet, chaque jour, il y a des drames qui se passent. Monsieur Youmni. Merci, parce que j'ai entendu beaucoup parler du Maghreb et d'Afrique du Nord, du Maroc. Le Maroc a connu il y a 2 semaines un scandale, une famille qui a voulu pousser une jeune fille de 14 ans à l'avortement et la jeune fille est décédée dans le nord du Maroc il y a 14 jours. Moi je suis pour cette résolution. Je pense qu'elle est très claire, elle est très complète. On peut rajouter des ajustements. Il faut préciser qu'on parle de citoyens français habitant dans des pays et pas des citoyens de ces pays. Je vous remercie. Oui, que le respect de la législation locale prévaut. En respect, on ne peut pas rajouter en respect, en conformité avec la législation locale. Oui. Vas-y, je te laisse. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous avez une reformulation de la phrase en question à proposer? En respect des législations locales. Voilà, en respect des législations locales. Alors, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Parce qu'on n'arrive pas à voir les demandes de prise de parole en ligne. Non. Je vous propose de passer au vote. Non, en plus, Cadiga, elle est dans la commission. Okay. Non, on vote la résolution. On vote la résolution. Non, on vote la résolution, là, puisqu'on a proposé une reformulation. Okay. Alors, il y a... Ah oui, les procurations ? On va voir comment on fait. Qui vote contre ? Elle vient d'être prononcée, la reformulation. Elle n'est pas en ligne ? Elle est Non, là, dans les considérants, en respect des textes en vigueur, je pense que ça serait dans les demandes. Est-ce que vous la voyez à l'écran ? Oui. Ouais, c'est bon. Très rapidement, Monsieur Piton. Oui, il y a dans la logique que notre collègue a exprimée, avec laquelle je suis complètement d'accord, et dans l'idée de bien cerner le sujet qui consiste à ne traiter que de nos compatriotes à l'étranger, je ne suis pas convaincu que le fait de mettre... Alors non, pardon, excusez-moi, c'était le point d'au-dessus. Je vais le reciter. Je ne suis pas sûr que citer des exemples de pays étrangers, je pense en particulier à Roe Wade aux États-Unis, ou de la décision, j'ai pu à peine lire, de la cour d'appel ou de la cour je ne sais quoi polonaise, soit forcément apporte grand-chose au sujet, et au bout du compte nous aide beaucoup à obtenir un consensus. Autant on peut être d'accord sur la philosophie de la résolution, autant ce rajout de juridiction étrangère ne me paraît absolument pas nécessaire pour comprendre l'utilité de voter cette résolution. Soyons plutôt consensuels et essayons plutôt d'avancer. Déjà dans la partie uniquement française, ce serait pas mal. Oui, pour ma part, c'est un avis favorable. C'était en effet, ça n'a pas à rester dans notre résolution, et on ne va pas s'initier dans la politique étrangère des pays, donc voilà, ou dans la politique locale des pays. Donc mettons pas les exemples. Oui.
Alors, on va passer au vote. Qui vote contre? Alors, 1, 2, 3, contre 5, 6, 7. Est-ce que j'en compte 7? Attendez, non mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Non, non, il y en a plus. Laurence, ton vote, t'as levé, t'as rabaissé. Okay. Non, mais Laurence... 7. Qui s'abstient? 2. Non, t'as voté déjà, non? T'as changé de vote alors, entre-temps. Oui. Donc il y a 3. 1, 2, 3, ok. Et qui vote pour? Alors il faut compter là. Il faut compter, je ne peux pas compter comme ça. Alors, non, mais... Tu votes à l'unanimité, adopté à la majorité, tu ne retires pas les... Alors, oui, mais combien... Ouais. La résolution est adoptée à la majorité moins 7 votes contre et 3 abstentions. Oui, alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Élise. Et je voudrais remercier Élise aussi pour tout le travail qu'elle a fait, puisque la présentation, c'est elle. Et je pense qu'on peut l'applaudir parce que...